Bonjour à toutes et à tous, je vous informe que nous avons lancé l'enregistrement du webinaire, je vous informe également que nous sommes déjà en direct et que les spectateurs sont déjà avec nous. Je vous suggère d'attendre peut-être encore 1 à 2 minutes que le nombre de spectateurs augmente un petit peu. On a une centaine d'inscriptions, donc on devrait encore avoir quelques participants qui nous rejoignent. OK, merci. Parfait. Bonjour à tout le monde, je vous propose qu'on commence. J'invite tous les panélistes que je remercie d'avance pour leur présence à nous rejoindre avec la vidéo si c'est possible pour tout le monde. Parfait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Simon Wasserbach, je suis chargé des affaires internationales au Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale. On a le plaisir de collaborer avec la plupart des interlocuteurs qui nous ont rejoints cet après-midi depuis des années sur des projets de renforcement des systèmes de soins, de promotion des droits, sur le savoir expérientiel, sur la promotion des services de santé mentale communautaire. À travers les discussions qu'on peut avoir depuis des semaines, des mois et des années, on s'était dit que ce serait intéressant de monter ce webinaire en partenariat avec CBM Global et l'OMS pour donner à voir un certain nombre d'exemples, d'initiatives, de pratiques innovantes, d'expériences de terrain et de les partager avec l'ensemble des personnes intéressées, notamment sur les territoires d'Afrique francophone, puisqu'une partie des actions de notre CCEMS est tournée par exemple vers le Burkina Faso. On a également des missions qui vont commencer en Côte d'Ivoire et c'est pour ça on est très heureux aujourd'hui de pouvoir donner à voir encore un peu plus la richesse des initiatives et des actions qui sont mises en place dans ce contexte. Alors, mon rôle, ça va être de modérer, donc surtout de faire attention au temps.
Ne m'en voulez pas. Alors pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'habitude c'est plutôt à moi qu'on demande de m'arrêter, mais cette fois-ci c'est moi qui vais le faire. Donc voilà, on a déjà travaillé le timing avec tout le monde, ne vous inquiétez pas, on a suffisamment de temps. Il y aura aussi une séance de questions à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, ça nous permettra de les compiler au fur et à mesure et de donner la parole aux participants connectés. Et sans plus attendre, pour l'introduction, je passe la parole à Déborah Kestel, qui est directrice du département santé mentale à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Bonjour Déborah. Bonjour Simone, bonjour à tous. Je commence pour m'excuser pour mon français. J'espère qu'il va être clair. Mais même avec ce français, je suis ravie de faire partie de ce webinaire pour lancer officiellement aujourd'hui deux importantes ressources digitales en français qui contribueront à combler les gaps pour offrir des soins aux personnes les plus démunies. Et nous savons que plus de 80% des personnes atteintes de troubles mentaux dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires ne reçoivent aucun traitement. Et cela a des impacts énormes en termes de charge mondiale de morbidité, mortalité prématurée, de stigmatisation et de discrimination. Et nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de la version électronique de premiers secours psychologiques et de Image Gap. L'épidémie de COVID-19 a suscité l'inquiétude et la préoccupation de la population dans le monde entier et la capacité de chacun à faire face. Mais les thèmes récents ont mis en évidence aussi le rôle crucial que la technologie peut jouer dans la prestation des soins de santé essentiels, y compris les soins de santé mentale. Alors, les premiers secours psychologiques, qu'on connaît comme PFA pour l'acronyme en anglais, consiste à fournir une aide humaine, solidaire et pratique aux personnes victimes de crises graves de manière à respecter la sécurité, la dignité et les droits des personnes aidées. Et les premiers secours psychologiques sont sans aucun doute essentiels pour favoriser la récupération mentale et émotionnelle en ces temps difficiles qu'on vit. Et après, entre les commentaires qu'on a reçus sur la mise en œuvre de MHCAP, de nombreux partenaires ont signalé que le guide d'intervention MHCAP serait plus utile et largement plus utilisé s'il pouvait être mis à disposition pour une utilisation via le téléphone portable. Et alors, cela a conduit l'OMS à développer la version électronique du MHGAP sur la forme d'une application disponible sur les plateformes Android et iOS, qui peut également être utilisée hors ligne. Et nous savons que la formation à elle seule ne suffit pas à renforcer les capacités des prestataires de soins de santé. Et pour obtenir un réel changement de comportement, les prestataires de soins de santé doivent être soutenus pour développer la confiance et les compétences nécessaires pour utiliser la guide MHGAP dans leur pratique clinique quotidienne. Et pour cela, nous avons développé aussi un guide de supervision à distance. Et ce guide fournit des conseils pratiques, étape par étape, sur la manière dont la supervision peut être assurée à distance lorsque la supervision en face à face n'est pas possible. Nous pensons que ces ressources soutenues par la technologie amélioreront la qualité de la formation, augmenteront l'accessibilité pour les personnes géographiquement isolées ou celles qui disposent de moyens d'apprentissage local limités et mettront à disposition de nouvelles formes innovantes d'éducation.
Alors, permettez-moi de vous souhaiter un webinaire très intéressant et merci à tous pour le travail que vous faites pour améliorer la vie des personnes atteintes de troubles mentaux. Et j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit et ça c'est tout. Je réponds la parole à toi, Simon. Merci. Merci beaucoup, Déborah, et bravo pour ce français qu'on a parfaitement compris. Merci encore. J'enchaîne avec Julian, qui est directeur santé mentale chez CBM Global et qui va poursuivre cette introduction des débats. Merci beaucoup, Simon. Je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années au nom de CBM avec Déborah et ses collègues de l'OMS sur ces importantes ressources et de le voir largement disponible en ligne en français. Depuis sa création il y a 15 ans, le programme MHGAP de l'Organisation mondiale de la santé a été utilisé dans plus de 100 pays maintenant. Cependant, il existe toujours un fossé linguistique de sorte que certaines ressources ne sont pas accessibles aux non-anglophones. CBM s'engageait à soutenir les partenaires locaux pour permettre aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale de recevoir des soins de haute qualité et dignes. C'est pourquoi nous soutenons depuis de nombreuses années le développement de la diffusion et la diffusion des directives MHGAP, de Quality Rights, de premier secours psychologique et d'autres directives de l'OMS. Il est urgent de réformer les services de santé mentale, en particulier en Afrique où, dans la plupart des pays, au moins 80% de personnes ne sont pas accès à des soins de qualité, notamment dans les zones rurales. Des outils comme l'application MHGAP peuvent mettre l'information nécessaire et fondée sur des données probantes entre les mains des agents de santé de première ligne. De même, des compétences comme les premiers secours psychologiques que nous partageons également aujourd'hui peuvent contribuer à améliorer les soins aux personnes en détresse. J'espère que le prochain sommet ministériel sur la santé mentale qui se tiendra à Paris sera une nouvelle occasion de renforcer les réseaux et de tirer parti de l'expertise déjà acquise par des professionnels dévoués en Afrique. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui et j'espère que vous utiliserez ces ressources pour faciliter le bon travail qui se fait dans les pays du continent. Merci. Merci. Merci beaucoup, Julian, et merci également d'avoir fait cet effort d'introduire en français les débats. C'est très apprécié. Pour la première présentation qui sera développée, je passe maintenant la parole au Dr Marie-Simone Camara, expert en santé publique et renforcement des systèmes de santé en coopération, qui sera accompagné par le Dr Solange Ouedraogo-Dioma, qui est médecin de santé publique. Bonjour à tous, donc merci, nous sommes très honorés de contribuer à ce webinaire dont la thématique est plus que bienvenue et je pense intéressera les pays francophones. Donc nous faisons une présentation à deux qui va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord le docteur Dioma qui nous parlera d'une expérience au Burkina Faso. Et puis, moi-même qui vous présenterai une expérience en matière de réponse à la crise Covid en appui à 12 pays africains dans le cadre d'une plateforme, les 2 expériences ayant été portées par Expertise France.
Donc, je vais passer la parole à Dr Dioma. Merci bien, Marie. Je suis le docteur Dioma Solange. Je suis responsable du projet Expertise France. Je remercie les initiateurs et les organisateurs de ce webinaire et je remercie l'ensemble des participants à cette rencontre. Et je tiens à dire que c'est au titre du projet santé mentale qui a été mis en œuvre par Expertise France au Burkina Faso depuis 2019 que j'interviens. Et il faut déjà préciser que ce projet a été formulé concrètement en 2018 dans un contexte d'urgence majeure où il y avait beaucoup d'intérêt à développer ce projet. D'abord, un intérêt épidémiologique parce que l'ampleur des problèmes de santé mentale au Burkina était tel qu'il y avait besoin vraiment de soutenir cette thématique. Un intérêt thérapeutique aussi parce que en matière de ressources humaines en santé mentale au Burkina Faso, nous sommes très limités et avec moins de 20 sur 4 pour une population d'environ 20 millions. Cela était vraiment important de renforcer les interventions en santé mentale. Bien sûr, en matière de santé publique, l'intérêt était indiscutable parce qu'il faut se dire que le Burkina Faso reconnaît depuis cette période 2018-2015 déjà une recrudescence de la violence par les attaques terroristes, on peut le dire comme ça, les sites d'orpaillage qui ont explosé. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à développer ce projet. Et je pense que Expertise France et le CCMS ont vraiment mis le doigt sur un problème majeur en développant ce projet qui a démarré en 2019. Marie, s'il te plaît, Diapo. Et ce projet a vraiment eu une vision d'urgence parce que l'objectif du projet, c'était de contribuer à l'amélioration de la santé mentale et pour la population en contexte de crise sécuritaire. Donc, c'est sûr que la notion d'urgence était au centre de cette intervention, avec deux grands groupes de résultats qui étaient visés: le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles en matière de santé mentale, qui a d'abord commencé par un plan stratégique pour orienter les interventions du projet. Et également, il faut dire que le plan stratégique est le document d'intervention du ministère de la Santé. Une intervention aussi à travers la mise en place des conseils locaux de santé mentale au niveau de 3 villes, et parce qu'on recherchait une plus grande implication des communautés dans les interventions de santé mentale et aussi un renforcement des capacités à partir des outils OMS, notamment bien sûr l'outil MHGAP qui a été adapté et il y a eu des renforcements des capacités des acteurs spécialistes en santé mentale et des non spécialistes en santé mentale. Mais un deuxième volet d'intervention concernait aussi le stress post-traumatique en situation de risque sécuritaire, où nous avons travaillé à mieux connaître le problème à travers une enquête dans des zones de crise et des renforcements des capacités aussi d'un certain nombre d'acteurs concernés par ce problème. Diapo, s'il te plaît, Maris. Maris, on peut avancer. Merci. Donc, il est important maintenant d'évoquer l'influence de ces situations d'urgence sur la mise en œuvre de ce projet santé mentale. Il faut dire qu'il est inéluctable que devant une situation d'urgence, il est important de revoir quelquefois certains aspects de la mise en œuvre du projet. Et pour ce cas, ce qu'il faut vraiment noter avec insistance, c'est l'avènement de la pandémie Covid, où nous avons eu un certain nombre de mesures qu'on était obligés, en tout cas, il y a eu une perturbation du planning des activités en lien avec le projet et on était obligé de faire une révision des activités et le chronogramme et bien sûr développer le télétravail. En même temps aussi, situation d'urgence obligeant, il faut tenir compte de l'inaccessibilité géographique de certaines zones d'intervention du projet, aussi bien en lien avec l'insécurité, mais également avec certaines situations d'enclavement en période hivernale, par exemple, où certaines zones sont inaccessibles. Là aussi, on était obligé de faire des réaménagements. Par exemple, nous avons une rencontre qui devait se passer au nord, mais du fait de l'insécurité, cette rencontre va se passer à Ouagadougou, dans la capitale. Nous avons aussi cette forte sollicitation
expresse des bénéficiaires du fait des situations d'urgence. Vous avez des fonds mobilisés pour une intervention donnée, mais du coup, les bénéficiaires vous disent, ah, avec la pandémie Covid, il faut tenir compte de la pandémie, vous ne pouvez plus faire les ateliers dans les mêmes salles avec les mêmes effectifs, vous ne pouvez plus peut-être faire des rassemblements parce qu'il y avait pas mal de mesures et avec la fermeture des frontières et tout. Donc, du coup, les bénéficiaires nous demandaient, ah, il faut avoir des interventions aussi pour nous accompagner. Et là, par exemple, il a été proposé par le centre d'intervention par rapport à la réponse à la pandémie Covid que le projet accompagne à la mise en place d'un numéro vert. D'où aussi d'autres questionnements parce que bien sûr que c'est une opportunité, mais est-ce que dans l'immédiat, il n'y avait pas aussi nécessité de voir en situation d'urgence, est-ce que le projet pouvait répondre à ça? C'était assez difficile parce qu'il y avait d'autres paramètres qu'il fallait prendre en compte. Diapo, s'il vous plaît. Également, comme influence, il y a aussi que les situations d'urgence nous ont mis dans un problème d'insuffisance de ressources financières pour répondre, et non seulement à la situation, mais aussi avec l'enveloppe, parce que, par exemple, j'ai parlé de l'enquête que nous avons eu à réaliser, mais du coup, notre enveloppe est limitée à la collecte des données, mais on se retrouve devant des situations d'urgence qui sont dépistées et on ne peut pas intervenir aisément sur cela. Et ça fait vraiment des leçons à tirer. Insuffisant des ressources humaines parce que du coup, devant les situations d'urgence, nous avons eu une mobilisation des spécialistes sur la situation d'urgence. Nous avons eu des prestataires de santé qui ont été dépistés positifs à la pandémie Covid, donc qui ont été mis en isolement. Et bien sûr, il y avait la peur même de la maladie et pas les acteurs de santé, si bien que d'autres, soit ils abandonnaient les services de santé ou bien ils refusaient d'offrir les soins. Donc, cela était limité vraiment à un service minimum. D'où vraiment il y avait un intérêt à développer des prestations de services à distance, si bien les réunions, la formation à distance, la transmission de données. Donc, c'était vraiment une opportunité de développer les services à distance. En ce moment, il était important pour nous de voir quels étaient les défis et quelles sont les perspectives pour le renforcement du système de santé, en lien surtout avec la santé mentale et les situations d'urgence. De nos analyses, c'est vraiment d'abord améliorer les moyens et les conditions d'utilisation des canaux électroniques de communication à distance, aussi bien pour l'accès aux équipements, la qualité de la connexion et même les pratiques, les habitudes dans les pratiques à distance, la communication à distance. Certains acteurs vous diront, bon, je n'ai jamais utilisé un outil pour une réunion à distance. Donc, c'est vraiment un défi à relever pour une exploitation optimale. Poursuivre aussi la formation des ressources humaines spécialisées en santé mentale à une réponse nationale rapide, efficace, immédiate, à long terme. Et d'où l'intérêt d'interagir avec des dispositifs comme la plateforme COVID qui a été développée pendant les temps forts de la COVID par Expertise France. Également, développer la formation et le monitoring à distance à partir d'outils simples, adaptés et à moindre coût. Marie. Voilà un peu l'expérience du Burkina, les leçons et ce que nous avons fait comme analyse. Donc, je vais donner la parole à Marie pour continuer et la présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci Solange qui a bien planté le décor, la réalité du terrain, le fait qu'on est quelque part au carrefour de 4 dimensions, la santé mentale, le renforcement des systèmes de santé, la réponse aux crises sanitaires et sécuritaires et la coopération au développement durable. C'est un petit peu sous cet angle que je vais un petit peu élaborer. L'outil MHGAP, c'est tout d'abord un outil qui part de la prestation de services de santé mentale, mais qui tire ses fils et s'inscrit et s'intègre dans toutes les dimensions du renforcement des systèmes de santé. Donc là, j'ai repris un diagramme qui représente les piliers des systèmes de santé
Donc, vous avez la référence en bas de la diapositive que vous connaissez certainement tous, mais qu'il me semble toujours utile de rappeler. Dans le cadre de la santé mentale, on a un certain nombre de spécificités qui vont apparaître à l'interface du renforcement des systèmes de santé. Cette question de la non-demande qui demande de mettre l'accent sur l'information qui porte sur les besoins. Et puis, comme on a eu l'exemple là au Burkina Faso, au-delà de l'information, il faut apporter des réponses aux besoins et pour cela agir sur les ressources du système de santé, qu'il s'agisse de ressources spécialisées en termes de soins ou de mobilisation communautaire. Ensuite, il y a aussi des dimensions de la gouvernance, qui est un des piliers transversaux des systèmes de santé qui sont très importantes et particulières en santé mentale, notamment la question de la science et des connaissances validées que l'OMS promeut et auxquelles on doit toujours se référer. Il y a aussi beaucoup de questions éthiques qui ont à voir avec le droit des individus, les droits de la personne, mais aussi des questions collectives qui ont à voir avec l'allocation des ressources. J'ai référencé un modèle de gouvernance des systèmes de santé sur lequel je m'appuie là. Il y a des questions qui se posent de mobilisation intersectorielle pour agir sur les déterminants de la santé mentale. Et derrière cette mobilisation, des questions de leadership santé, si l'on vise justement à agir de manière à impacter favorablement la santé, il y a des compétences de santé qui doivent être positionnées relativement fort dans le processus pour s'assurer qu'on est bien actif en direction du bon impact. Et puis, il y a cette dimension de coopération internationale au développement durable qui implique des interactions et une bonne prise en compte de la situation des pays partenaires, de la gouvernance de leur système de santé, avec des adaptations au contexte local qu'on vient de voir au Burkina Faso et avec aussi une demande de redevabilité mutuelle. Alors, si on reprend ces dimensions et puis qu'on se positionne dans les crises sanitaires avec la Covid, certains aspects qui ont été présentés par Dr Diomar réapparaissent. On a vu, je vais le prendre dans le sens des aiguilles d'une montre, l'approche de sécurité qui peut parfois prendre le dessus sur un leadership santé, la difficulté de lutter contre l'infodémie, de promouvoir des connaissances validées, des questions d'éthique qui ont à voir avec les droits de l'humain, la liberté de circuler, etc. Il y a eu donc les confinements. On a eu aussi toutes les problématiques qui sont liées aux situations de crise sanitaire qui concernent la réallocation des ressources, puisqu'il s'agit de maintenir les services essentiels et de faire face à des besoins accrus en parallèle. Il y a ce contexte d'urgence qui parfois peut rendre difficile le dialogue, qui peut parfois rendre difficile les rencontres physiques entre les personnes. Il y a aussi cette dimension de gouvernance qui a à voir avec la sécurité sanitaire, qui reste un mandat régalien de par les termes du règlement sanitaire international. Donc, l'importance des ministères de la Santé et des autorités nationales, et qui se joue en parallèle d'une interdépendance au niveau mondial et qui met en jeu de l'aide internationale, toujours dans le cadre notamment d'une articulation au développement durable. Alors, cette plateforme dont nous parle Solange et à laquelle on a eu l'honneur de pouvoir collaborer avec le projet au Burkina Faso et de partager l'expérience du Burkina Faso avec les autres pays, c'est un outil numérique qui a été monté en urgence alors que l'aide publique au développement était plus ou moins en état de sidération au printemps 2020 et qu'un certain nombre d'assistants techniques sur des projets de développement à long terme étaient en poste et nous remontaient des besoins d'appui technique. Donc, il a été mis en place une base documentaire
qui sélectionnait des documents validés et pertinents pour le contexte des pays ciblés, un pôle d'experts qui avait une bonne expérience et du terrain et du travail en Afrique et de la gestion de crises sanitaires avec, par exemple, une personne qui travaillait à Pasteur à Bangui, qui se chargeait de la question des tests, etc. Et puis, toute cette initiative venait pour soutenir, d'une part, la lutte contre l'infodémie et aider à faire le tri de l'information. Elle venait également pour aider à faire prendre en compte le contexte et la situation des pays dans leur réponse à la Covid auprès de l'équipe France, alors qu'elle était en recherche d'appui à mettre en place pour soutenir les pays. Et puis, cette plateforme numérique permettait quelque part d'engager un dialogue efficace malgré le contexte de l'urgence. Et dans le cadre de ce dialogue, donc, nous avons eu la chance d'avoir la contribution du CCOMS et du docteur Dioma pour partager avec les pays partenaires la réponse qui s'est faite au Burkina Faso autour de l'initiative MHGAP. Alors, rapidement, quelques hypothèses qui se dégagent de cette expérience. C'est que l'approche santé publique et le renforcement des systèmes de santé en santé mentale paraissent comme des clés pour la durabilité et pour la résilience en matière de système de santé et de santé mentale. Puisqu'on a vu ces capacités d'adaptation qui se sont déployées au Burkina. Une autre conclusion préliminaire, on va dire, parce que ce n'est pas tout à fait un travail scientifique, c'est que l'articulation entre urgence et développement, en venant en appui à la gouvernance santé et au système de santé des pays partenaires, est possible. Souvent dans les crises, la réponse est lente, et elle intervient sous forme de substitution par de l'aide humanitaire. Et comme on l'a vu dans la crise post-Ebola, la reprise post-crise est parfois un petit peu difficile. Là, on a une expérience qui montre que c'est possible, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir, en particulier dans le cadre de l'organisation des financements et de la redevabilité réciproque. Une autre remarque, c'est la nécessité de se préparer concrètement à la fois au niveau de l'aide et au niveau des services de santé mentale des pays. Donc, ça pose la question des plans de préparation de crise, y compris sur le volet santé mentale et peut-être même au niveau de l'outil MHGAP. Est-ce qu'un volet pourrait être utile et envisageable qui prévoit une organisation au niveau de l'outil en cas de situation de crise? Bien entendu, l'intérêt du numérique qui permet de travailler à distance et de remonter des données sur les besoins quasiment en temps réel, de redéployer des ressources humaines spécialisées et d'en mobiliser d'autres. Enfin, une dernière réflexion, que l'on soit en situation de crise ou pas par rapport à l'outil numérique et à la mobilisation de ressources humaines non spécialisées en santé mentale, l'attention qu'il convient de porter à la disponibilité de ressources humaines spécialisées en santé mentale. On l'a vu dans l'exemple du numéro vert, mais on le voit aussi dans la nécessité d'organiser, par exemple, une réponse aux besoins lorsque des professionnels non spécialisés détectent des besoins de soins qui relèvent du niveau spécialisé. L'autre point d'attention, c'est la nécessité de disposer de ressources pour analyser et utiliser l'information que le numérique permet de remonter, qui concerne les besoins en épidémiologie, mais aussi l'état des ressources du système et le contexte. Je vous remercie de votre attention.
Maryse, merci beaucoup Solange. On passe donc à une autre présentation de la part de Adela Kakuns de l'Africa CDC, donc le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, sur la nouvelle formation en ligne sur le guide de premier secours psychologique pour l'Afrique, avec comme sous-titre « Comment le personnel de première ligne peut se servir de ses aptitudes afin d'améliorer le bien-être et la santé mentale ». Je vous passe la parole, vous avez 15 minutes devant vous. Alors, je vous invite à refaire peut-être un petit essai avec votre micro. Je vois que vous l'avez activé. Le partage d'écran fonctionne. En revanche, on ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous auriez éventuellement un micro ou un casque à activer ? Alors peut-être le temps de résoudre ce souci technique puisqu'on ne vous entend toujours pas. On va peut-être passer à l'intervenant suivant, le temps de trouver une solution si ça vous convient. Est-ce que Oumar Sangaré, vous êtes connecté ? Oui, parfaitement. Je vous propose de vous laisser la parole. Donc, vous êtes chargé de programme santé mentale au Burkina Faso pour CBM Global. Bienvenue et à vous la parole. Merci à tous. C'est un plaisir pour moi de partager aujourd'hui l'expérience de CBM en matière de santé mentale, surtout en matière d'utilisation de l'outil MSGAP au niveau de nos zones d'intervention. Alors, pour ce qui concerne CBM, excusez-moi, voilà, j'espère que le partage d'écran fonctionne. Est-ce que ça fonctionne, on le voit bien. OK, merci bien. Voilà, pour ce qui concerne l'expérience de CBM, je dirais que le continent africain aujourd'hui est un continent de défis et d'opportunités. Alors, longtemps resté en train du développement, aujourd'hui nous sommes face à des opportunités telles que les NTIC que nous devons saisir pour en tout cas implémenter pas mal d'expériences, pas mal de partage de connaissances au niveau du terrain. C'est justement cela que l'application mobile MSGAP en français trouve toute sa pertinence dans l'amélioration de la prise en charge de la santé mentale sur le continent. Pour ce qui est du Burkina, le guide MSGAP a d'abord été implémenté à partir de 2013 dans sa version papier, j'allais dire, dans les districts sanitaires de la zone d'intervention de 2 projets majeurs en santé mentale que CBM Burkina avait lancés à l'époque. Ce sont les projets santé mentale pour tous et les projets seconde chance. Ces 2 projets ont été mis en œuvre dans 11 districts sanitaires du pays grâce à la collaboration des 3 parties intégrantes du projet que sont évidemment le ministère de la Santé, les organisations catholiques pour le développement et la solidarité appelées OCADES et une dynamique association à base communautaire appelée Association Sauvons le Reste qui intervient dans la zone nord du Burkina. Aujourd'hui, le MSGAP est considéré comme la pierre angulaire et le principal facteur de réussite de ces 2 projets qui rendent d'énormes services à la communauté dans la prévention et, comment dirais-je, la prise en charge des maladies mentales. Comment en est-on arrivé là?
Il faut dire que la mise en place du projet s'est déroulée suivant le processus opérationnel suivant. Il y a eu d'abord la formation des acteurs à l'utilisation du guide MSGAP qui s'est fait selon un processus pyramidal. Nous sommes allés, voilà, nous sommes allés d'abord à la base, comment dirais-je, à la base de la pyramide. Il faut dire au sommet d'abord de la pyramide, on a commencé à former les agents de santé. Ça, c'est au niveau des centres de santé. Il s'agit des agents de santé non spécialistes, médecins comme infirmiers. On a commencé au niveau des centres, des grands centres. Après cela, on a formé des agents de santé au niveau des dispensaires, j'allais dire des dispensaires périphériques que nous appelons ici les CSPS. Après cela, les CSPS, à leur tour, ont formé les agents de santé à base communautaire que vous voyez en rouge. Et après cela, il a été question de former les guérisseurs traditionnels à la base. Et après les guérisseurs traditionnels, on a aussi formé les acteurs communautaires que sont notamment nos partenaires qui ne sont pas des agents de santé. Il s'agit notamment des acteurs communaux, de la police municipale, des acteurs du ministère des Droits humains, etc., qui, en tout cas dans la mise en œuvre du projet, interviennent d'un moment à l'autre d'une manière ou d'autre également dans la mise en œuvre du projet sur le terrain. Alors, ici, après la formation, il faut dire qu'il y a eu la sensibilisation. Cette sensibilisation a été menée par deux acteurs, les deux acteurs que je viens de citer, les OCADES et aussi, comment dirais-je, l'association solaire, qui sont chargés en tout cas du volet communautaire de ces projets-là. Cette sensibilisation s'est faite beaucoup plus à travers les médias, dans les différentes langues nationales, à travers les théâtres forats, à travers des projections de ciné en langue et des débats en langue nationale, à travers également, comment dirais-je, des causeries, débats en petits groupes dans les familles. Mais toutes ces sensibilisations également, c'est inspiré de l'outil MSGAP à travers les directives du MSGAP pour pouvoir bâtir les messages, en tout cas, de sensibilisation en direction de ces communautés-là. Après la sensibilisation, il y a eu les sorties de suivi et de supervision. C'est là où également le ministère de la Santé a joué également un très grand rôle à travers la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, que je salue au passage, qui ont vraiment joué un rôle de suivi, parce que ce suivi également s'est fait en deux étapes. Il y a eu d'abord le système de suivi et d'évaluation venant de cette direction vers les régions, et ensuite les supervisions qui viennent des régions vers les districts, et les districts sanitaires maintenant vers les centres de santé dans les différents villages. Il faut dire qu'après des formations, on a trouvé bon qu'il fallait mettre en place un système de suivi et d'évaluation. Il s'agit, pardon, de suivi et de supervision. Il s'agit de supervision formative sur la bonne application du guide MSGAP. Une chose est de former, une chose aussi est d'aller voir l'application effective des principes du guide MSGAP sur le terrain. À la suite de ces supervisions, il y a aussi la dotation des centres de santé en outils. Alors, nous avons, à la suite de chaque formation, nous avons mis à la disposition des centres de santé des exemplaires version papier du guide MSGAP pour chaque centre de santé bénéficiaire de la formation. Ils reçoivent un ou deux exemplaires du guide MSGAP qu'ils disponibilisent. Il y a également des exemplaires du tableau synthétique de guide MSGAP. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une affiche vraiment géante que nous avons élaborée à partir des éléments extraits du guide MSGAP, parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que bon, c'était volumineux pour les salles de consultation. Il fallait innover en créant des affiches, et ces affiches-là reprennent les grandes lignes du guide MSGAP qui qui permettent en tout cas, qui une fois affichés dans les salles de consultation, permettent aux agents de santé de se guider et de pouvoir prendre en charge les malades sans trop de difficultés. Nous avons également mis à leur disposition des exemplaires d'affiches de sensibilisation qui sont des images
qui montre en tout cas, comment dirais, les différentes phases de prise en charge des pathologies. Et ces images-là sont également destinées au grand public, aux populations dans les villages. Ensuite, après les formations, on mettait à la disposition également des centres de santé et des agents des versions numériques qu'ils copient sur des clés parce qu'il n'y avait pas cette plateforme à l'époque. Donc, on copiait la version numérique sur des clés qu'on remettait aux agents qui, après leur formation, partaient avec ça dans les centres de santé. Maintenant, la dernière étape, c'était l'appui à la réinsertion sociale à travers la réalisation d'activités génératives de revenus, suivant toujours la philosophie du guide MHCAP qui prône une prise en charge intégrée et holistique. On forme les gens, on fait des sensibilisations, mais les malades également dans les centres de santé, une fois qu'ils finissent, qui sont pris en charge et qui sont stabilisés, lorsqu'il arrive le moment de retourner dans leur village, ben, ils reçoivent en tout cas des OCADES et de l'association Soleil un appui pour pouvoir mener dans leur village des activités génératrices de revenus. Cela, bon, dans le but de les autonomiser et de les amener petit à petit à travers les ressources qu'ils génèrent eux-mêmes, de pouvoir prendre en charge les frais d'ordonnance, etc. et pourquoi pas même des frais de survie dans leur village. Alors, quel est le contexte actuel par rapport à l'application du guide MHCAP? En dehors de la version physique papier dont je parlais tantôt, je ne suis pas sûr qu'il y ait actuellement des acteurs au Burkina qui utilisent la nouvelle application mobile du MHCAP de manière formelle et institutionnelle. Et pourtant, la forte utilisation des téléphones mobiles pourrait être une immense opportunité que nous pourrions exploiter pour une plus grande division du MHCAP dans les dispensaires, les villages les plus reculés. Parce qu'il faut dire qu'au Burkina, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, nous connaissons un taux de progression très intéressant en termes d'utilisation de l'outil, comment dirais-je, des téléphones portables. À travers ce canal, ben, l'application mobile en tout cas, je suis certain, aura un très grand succès et permettra également d'atteindre dans les villages, les contrées les plus reculées du pays, en tout cas pourront toucher les agents de santé et faciliter en tout cas leur apprentissage du système MHCAP et pourquoi pas de la prise en charge des malades à partir de leur poste de santé. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose aussi, c'est que les jeunes agents de santé sont de nos jours beaucoup plus familiers aux outils antiques, notamment les tablettes, notamment le téléphone portable, et beaucoup plus qu'avec tout ce qu'il y a comme outils papier qui sont souvent lourds à transporter et puis bon, difficiles à manipuler dans les salles de consultation. Face à ce qui précède, quelle stratégie implanter pour faire adopter l'application électronique du guide MHCAP? À mon avis, je pense que le gros travail qui a déjà été abattu par CBM, par l'OMS, par le centre de Lille, pourrait être complété en tout cas efficacement à travers l'implication de l'OMS et de l'OAS dans la mise en œuvre du projet pour en tout cas populariser l'application parmi les acteurs de santé locaux. Ensuite, travailler avec le ministère de la Santé et ses démembrements au niveau local, à savoir les directions régionales de la santé et les districts sanitaires, impliquer les sociétés de téléphonie mobile, n'est-ce pas, pour la diffusion de l'application mobile du MHCAP à travers leur réseau. Élargir la formation en cascade des acteurs non spécialistes, qu'ils soient médecins ou infirmiers, par niveau sur le guide MHCAP, car je pense que disponibiliser l'application mobile du MHCAP ne servirait à rien si les acteurs n'ont pas un minimum de formation. Parce que même la version papier, ben, pour un spécialiste, ça peut paraître évident, mais pour un non spécialiste, il a toujours besoin, en tout cas, d'être guidé pour pouvoir avoir une bonne compréhension. Et poursuivre la supervision formative, compte tenu de la grande mobilité, le turnover du personnel de santé. Parce que vous formez des gens aujourd'hui, demain vous repartez, ben, 2 ans après, ils sont affectés et le centre de santé n'a plus quelqu'un de formé. Mais si on a un système de supervision formative, ça peut aider en tout cas à une meilleure compréhension de cet outil-là. Le contexte et les défis actuels face auxquels l'application mobile pourrait, à mon avis, être d'une grande utilité. Aujourd'hui, le Burkina, à l'instar de nombreux pays au sud du Sahara, est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels on peut noter ce qui suit, sans être exhaustif.
il y a les attaques terroristes et insécurité dans certains villages, avec des milliers de personnes déplacées internes, comme l'a souligné Dr Dioma tout à l'heure. Il y a la pandémie de la COVID-19 et les mesures barrières. Il y a les catastrophes naturelles, à savoir les inondations, les sécheresses, etc. Il y a l'insuffisance d'infrastructures de santé dans certaines localités, le mauvais état des infrastructures routières entre villages et centres de santé, qui sont encore aggravés en saison de pluie, le manque et ou l'insuffisance de spécialistes dans certaines localités, le nombre de médecins psychiatres se compte au bout du doigt, le nombre d'infirmiers spécialistes se compte au bout du doigt. Donc, vous avez aujourd'hui des districts qui n'en possèdent même pas. Donc, on doit en tout cas s'appuyer sur le personnel non spécialisé. Vous avez la grande mobilité du personnel de santé dont je viens de parler. Il y a les fréquentes ruptures en médicaments psychotropes dans certaines localités, notamment dans les districts sanitaires et les CSPS. Vous avez aussi, quoi qu'on dise, la pauvreté des ménages ruraux, n'est-ce pas, qui fait que le poids des frais de santé sont pesants pour ces ménages. La perte ou la dégradation de la version papier du guide MHCAP dans certains centres de santé. Vous avez également les charges en rapport avec le coût de la reproduction du guide version papier. Ces facteurs limitent fortement la mobilité et l'accès des populations rurales aux soins de santé. Par rapport à ces défis, l'application mobile MHCAP pourrait contribuer, entre autres, à renforcer le plateau technique dans les centres de santé ruraux, à rendre accessibles des soins de santé mentale pour tous, rendre accessibles les connaissances en santé mentale pour les agents de santé non spécialistes, renforcer la justice sanitaire, l'équité, la qualité des soins de santé mentale en faveur des plus pauvres, surtout en milieu rural, renforcer les capacités des personnels de santé non spécialistes en santé mentale, réduire le coût de la prise en charge des personnes vivant les maladies mentales, l'épilepsie ou la toxicomanie, réduire le coût de reproduction du MHCAP, réduire les dépenses sanitaires des ménages, limiter le long déplacement et réduire les distances entre les malades et l'offre de soins en santé mentale, réduire le temps d'absence au travail par les malades parce que le fait d'abandonner son village pour faire des kilomètres aller voir le spécialiste décourage déjà les familles et à cause de ça, ils préfèrent ne même pas partir et se tournent vers le guérisseur traditionnel qui est juste à côté. Réduire le taux d'abandon des soins liés souvent à la faible accessibilité aux spécialistes et enfin renforcer l'adhésion aux soins de santé mentale au niveau des populations rurales démunies. En guise de conclusion, je dirais que l'utilisation de la téléphonie mobile comme canal pour la diffusion du MHCAP en français et l'implication des acteurs à différents niveaux de la pyramide sanitaire contribueront efficacement au renforcement de la qualité de la prise en charge des maladies mentales. Elle permettra également de garantir l'accessibilité géographique, financière et culturelle des soins de santé mentale dans un continent marqué par les stigmates de l'insécurité avec des millions de personnes déplacées internes et de la COVID-19. Vous avez aussi la diffusion des connaissances spécialisées en santé mentale qui sera plus efficace avec la collaboration pluridisciplinaire et multidimensionnelle autour de la problématique de la santé mentale. Car je continue à croire que la santé mentale, pour qu'elle soit efficace, ne doit plus être exclusivement réservée aux seuls spécialistes et doit aller au-delà des seuls outils psychiatriques et médicaux afin d'inclure une dimension beaucoup plus communautaire. Cela va nécessairement contribuer à démystifier les maladies mentales, à réduire la stigmatisation et motiver les malades à fréquenter plus les centres de santé pour la prise en charge des maladies mentales. Cela me paraît fondamental dans des pays où le système de représentation populaire continue à attribuer à la maladie mentale des causes mystiques, métaphysiques et irrationnelles. Donc, de mon point de vue, ce projet est une véritable opportunité et il est grand temps de prendre le bus de l'innovation technologique si nous voulons être au rendez-vous de l'histoire dans la lutte contre les maladies mentales sur le continent africain. Pour terminer, permettez-moi de dire merci au ministère de la Santé qui réalise un travail extraordinaire pour la réussite de la lutte contre les maladies mentales. Je salue également les partenaires communautaires tels que les OCADES et l'Association Solaire, ainsi que tous nos partenaires au niveau national et international. Merci également à tous ceux qui nous suivent actuellement. Je vous remercie.
Eh bien, à mon tour de vous remercier, Oumar, pour votre présentation. On va revenir du coup. J'espère que Adela a pu trouver une solution pour se connecter et qu'on puisse l'entendre et proposer sa présentation. Je vous invite à garder un petit œil, chacun des orateurs qui va suivre sur votre montre pour essayer de garder le timing. On est légèrement en retard, c'est un retard raisonnable, mais voilà, n'oubliez pas de garder un petit œil sur le timing. Adélarde, est-ce que vous avez pu... Oui, Simon, est-ce que vous me recevez? Absolument, parfait. Oui, je m'excuse, je pense que j'avais un problème avec mon micro la dernière fois. Et donc, je pense que maintenant, ça va. Donc, est-ce que, Julia, tu peux m'aider pour présenter? Oui, voilà. Donc, je commence par saluer les panélistes qui sont avec moi sur ce panel et vraiment les remercier des excellentes présentations qu'ils viennent de faire. Pour ma part, je vais juste vraiment brièvement vous parler de la formation en ligne sur les premiers secours psychologiques qu'on a adapté au contexte africain avec les partenaires au Royaume-Uni et les autres institutions de santé publique en Afrique. Donc, je suis le docteur Adela Kakounze. Je suis chef de l'unité en charge des maladies non transmissibles et de la santé mentale au Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. C'est vraiment une unité nouvelle et actuellement, on est en train de développer notre plan stratégique sur les maladies chroniques et la santé mentale. Mais cela ne nous empêche pas de travailler avec les différents partenaires pour avancer la santé mentale en Afrique. Diapo suivante. Et voilà, donc, nul n'est pas censé ignorer que la COVID-19 a eu un impact vraiment négatif sur la santé mentale et le bien-être. Et cela à plusieurs niveaux et plusieurs catégories de personnes ont été affectées, soit directement ou indirectement. Ici, on peut parler de la population en général qui, à part la peur de tomber malade et de succomber à la maladie, aussi est incertaine par rapport à son avenir, par rapport à la probabilité de perdre son emploi, à la possibilité de perdre l'appui social, l'appui communautaire à cause de l'isolement. Mais aussi le phénomène d'isolement qui entraîne l'anxiété, le stress, l'ennui, la solitude, la dépression, etc. Il y a d'autres catégories de personnes comme les personnes qui ont d'autres conditions de santé mentale qui voient le risque qui voient le risque de ne pas avoir de service à cause de la rupture de service à cause de la pandémie, la rupture au niveau du personnel pour s'occuper d'eux, la rupture au niveau des produits de protection individuelle qui les mettent plus à risque, mais aussi en général à la rupture de l'accès aux soins dont ils avaient régulièrement accès. Mais aussi, ici, on peut parler des patients atteints, des personnes atteintes de COVID-19 qui développent un traumatisme, un stress, mais aussi qui peuvent avoir des problèmes liés à la stigmatisation et à l'exclusion du fait de ces conditions, mais qui aussi ressentent les effets psychologiques en rapport avec la COVID, avec la quarantaine, mais aussi qui peuvent avoir des conséquences neurologiques en fonction qui est liée à l'infection. Ici, il est à souligner que la stigmatisation et les problèmes vraiment des agents de santé de première ligne et à mettre en lumière
parce que c'est vraiment des personnes qui ont des problèmes particuliers du fait qu'ils travaillent auprès des patients en termes de COVID-19, ce qui peut entraîner une stigmatisation. Il y a les mesures strictes de biosécurité avec les contraintes physiques liées à l'apport des équipements de protection individuelle, à l'isolement physique. Ici, on peut parler du burn-out qui est lié au surcroît de travail qui s'ajoute, mais aussi, ici, on peut parler du manque de ressources pour prendre soin soi-même, mais aussi du syndrome post-traumatique. Donc, tout ça, c'est vraiment de façon très brève l'impact que nous tous, nous connaissons de la COVID-19 sur la santé mentale et le bien-être. Diapo suivante. Alors, qu'en est-il maintenant de l'approche que le premier secours psychologique que nous préconisons, que vous connaissez tous, qui sont des interventions de prévention non cliniques et non spécialisées et qui répondent aux besoins émotionnels et pratiques et en apportant une réponse attentive et compatissante, en écoutant patiemment le sujet sans jugement et en identifiant les besoins pratiques et en encourageant l'adaptation positive et l'espoir. Et ici, il faut juste savoir que les premiers secours psychologiques ne sont pas une aide que seuls les professionnels peuvent apporter. Ce n'est pas non plus une consultation professionnelle ni un débriefing psychologique. Il ne s'agit pas non plus d'une anamnèse, mais c'est vraiment apporter des soins et un soutien concret sans intrusion à une personne qui souffre. Et ici, les directives du comité permanent interorganisation sur la santé mentale recommandent 14 activités au niveau global dans le cadre de la réponse à la COVID-19, dont la formation des agents de première ligne, les infirmiers, les ambulanciers, les bénévoles, les personnes chargées du dépistage, les laborantés, donc les enseignants et autres chefs communautaires, et y compris le personnel non médical des sites de quarantaine, aux principes essentiels des soins psychosociaux, aux premiers secours psychologiques et à l'orientation des patients si nécessaire. Et il préconise aussi que du personnel formé à la santé mentale et au soutien psychosocial devrait être présent sur les lieux de traitement de la COVID-19 et des sites de confinement en quarantaine. Et il recommande aussi d'avoir recours à des formations en ligne s'il n'est pas possible de regrouper ce personnel en raison des risques que pose donc l'épidémie, en l'occurrence la COVID-19. Diapo suivante. Et voilà, c'est sur base de tout ça qu'en février 2021, donc cette année, sur la plateforme d'éducation en ligne Future Learn, on a lancé une formation sur les premiers secours psychologiques adaptés vraiment au contexte africain. C'est une formation qui a été mise au point par l'équipe de soutien rapide de santé publique du Royaume-Uni, en partenariat avec l'Africa CDC, l'Organisation ouest-africaine de la santé, la communauté de santé d'Afrique de l'Est, centrale et du Sud. Et sur la plateforme, il y a actuellement 412 inscrits contre 2220 pour la version anglaise. Ici, je rejoins les autres panélistes qui disaient que nous devons fournir plus d'efforts pour les pays francophones. C'est une formation assez simple de 3 semaines à raison de 2 heures par semaine et avec un certificat à la fin. Et comme objectif, c'est vraiment, comme je le disais, c'est de reconnaître les signes des problèmes psychologiques causés par la pandémie, d'apprendre les premiers secours psychologiques pour le personnel de première ligne et d'identifier comment traiter les effets psychologiques de la COVID-19. Vous pouvez voir le lien ici en bas, mais on peut aussi le partager à tous les participants après cette présentation. Diapo suivant. Alors, quels sont un programme similaire a été lancé depuis juin de l'année passée, 2020,
par l'équipe de la santé publique au Royaume-Uni, Public Health England. Et ici, je vais juste partager quelques leçons apprises du programme au Royaume-Uni. C'est-à-dire que la formation en ligne a été appliquée avec succès à un large éventail de travailleurs non spécialisés et bénévoles qui travaillent avec les adultes, les enfants et les jeunes. Ici, vraiment, il faut noter que ça a reçu un grand engouement avec plus de 80 000 personnes qui ont participé à cette formation et avec une majorité de personnes non spécialisées composées de bénévoles, ce qui est vraiment très important à noter. Ici, il faut noter aussi que les niveaux de connaissances en matière de santé mentale, de soutien psychosocial se sont améliorés. D'après les apprenants, ils ont dit qu'ils ont maintenant plus de confiance pour discuter des questions émotionnelles et aussi de pouvoir s'adapter aux autres. Ils ont la capacité de parler aux autres des impacts psychosociaux, des événements traumatiques. Ils ont plus de confiance dans la capacité d'encourager les personnes qui ont besoin d'un soutien émotionnel. Ils ont plus de confiance dans la capacité d'encourager une personne qui a besoin d'un soutien pratique à l'obtenir, et ils comprennent maintenant tout ce qui est symptômes liés que présente une personne qui a des difficultés psychologiques. La formation a ouvert aussi une voie prometteuse pour la prévention au niveau de la population en ce qui concerne les impacts des urgences et des crises sur la santé mentale. Ici, 71% des apprenants pensent avoir utilisé ce qu'ils ont appris pendant le cours, ce qui est vraiment encourageant. Et la formation semble aussi combler des lacunes non couvertes par d'autres formations liées à la santé mentale. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous partager par rapport à cette formation en ligne. Et voilà, donc, je suis ouvert aux questions. Merci pour la présentation, pour l'attention. Merci beaucoup, Adela. On se réserve une petite séance de questions à la fin des présentations. Donc, à nouveau, j'encourage les participants spectateurs à laisser leurs questions dans le chat. On en fait une petite synthèse et on les relaiera à la fin de ce webinaire. Et du coup, nous pouvons passer à la séquence suivante, donc qui est une table ronde sur le renforcement des systèmes de soins de santé mentale et une relation dynamique dans les régions francophones d'Afrique, avec 3 participants. Ousseini Baidini, qui est directeur du bureau pays Burkina Faso pour CBM Global, Adela Kakunst Africa CDC, ainsi que sur le programme Namoudou Keïta pour l'OAS, qui est l'Organisation ouest-africaine de la santé. Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'on puisse laisser un tour de parole à chacun des 3 interlocuteurs, peut-être en commençant par Ousseini Baidini. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très honoré justement de faire partie de ce panel. Je voudrais, en tout cas, une fois de plus, dire merci à l'ensemble des organisateurs. Donc, je suis Badini Ousseini, je suis le directeur de CBM pour le Burkina. Et avec les différentes présentations, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été déjà dites, qu'on a pu avoir, notamment sur les opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui pour faire en sorte que l'état de santé mentale de nos populations respectives soit amélioré, mais aussi de nombreux défis. Et ces défis ont également été cités à travers les présentations et les différentes interventions. Et nous pensons, à notre humble avis, que nos gouvernements, nos États devraient mettre beaucoup d'accent aujourd'hui sur le financement de la santé en général, mais surtout de la santé mentale en particulier, pour nos pays qui sont dans des contextes sécuritaires et sanitaires très difficiles. Je connais particulièrement la situation de mon pays, le Burkina. Docteur Dioma l'a évoqué, mon collègue Omar également a évoqué.
cette question d'insécurité avec tout son lot de conséquences liées au déplacement de populations internes qui parfois n'ont pas accès à des soins de santé, à santé mentale, simplement du fait qu'il n'y a pas d'offre de soins en santé mentale. Et les premiers secours psychologiques ne sont pas garantis sur les sites de population de personnes déplacées internes. Aujourd'hui, notre pays en compte plus de 1 300 000 selon les derniers chiffres que nous avons qui ont été publiés par le ministère en charge de l'action humanitaire. Et sans oublier que ces populations aujourd'hui ne savent pas exactement quand est-ce qu'elles vont retourner de nouveau dans leurs villages respectifs. Ça fait que cela exacerbe justement leur degré de stress, mais aussi de souffrance psychologique. Donc, renforcer nos systèmes de santé en mettant l'accent sur le volet soutien psychologique, pour moi, est une urgence à laquelle nos gouvernements devraient faire face, en l'occurrence celui du Burkina Faso. Et avec évidemment le concours du CCMS, de l'OMS, mais aussi de tous les acteurs non étatiques que nous sommes, nous les ONG, je pense que nos expériences peuvent servir justement à alimenter la réflexion, mais surtout à permettre à nos gouvernants d'être encore mieux inspirés, parce qu'aujourd'hui, les domaines qui sont les plus financés en santé, on les connaît. C'est le sida, c'est la tuberculose, c'est le paludisme, ce sont les maladies liées à l'enfant, au bébé, c'est normal tout à fait. Mais nous pensons aussi que le bien-être des populations, si on veut justement que ces populations puissent contribuer au développement, il faudrait y mettre les moyens, et pas seulement financiers, mais aussi humains, technologiques, infrastructures, et tout ça devrait se faire main dans la main avec des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs non étatiques. Donc, pour l'instant, en tout cas, au niveau du Burkina, CBM Global entend continuer dans cette lancée, donc prendre les outils qui sont à notre disposition, mais travailler à travers les systèmes de santé qui existent dans le pays, parce que notre rôle aussi, c'est d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la maladie dans le pays, mais aussi suggérer, faire des recommandations sur la base des projets pilotes que nous menons. Donc, la santé mentale va rester un domaine prioritaire d'intervention, pour nous en tout cas, et c'est ce qui est d'ailleurs inscrit en termes de perspective de nos actions dans le pays. Et nous comptons continuer de collaborer avec des organisations sœurs comme Expertise France, comme d'autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui dans ce webinaire, mais avec qui nous collaborons étroitement sur le terrain. Donc, pour l'instant, Simon, c'est ce que je peux dire comme introduction. Le micro est ouvert. Merci beaucoup, Seni Badini. Je propose une deuxième contribution sur ces questions importantes. Il y en a deux qui alimentent cette table ronde. La première, comme on l'a déjà évoqué depuis le début du webinaire, c'est la manière dont on peut renforcer les systèmes de soins de santé mentale. Et la deuxième, qui est je pense toujours un champ ouvert de travail sur la manière de contribuer et d'augmenter la dynamique dans les régions francophones d'Afrique, comme l'a notamment évoqué Julian Eaton dans son introduction. Donc en deuxième contribution sur ces questions, je vous propose de passer la parole à Namoudou Keïta pour l'OAS, Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Merci beaucoup Simon pour m'avoir donné la parole et merci aussi pour vraiment l'organisation et toutes les initiatives mises ensemble pour organiser ce webinaire. L'OAS est partie prenante clé bien sûr et nous avons le mandat en tout cas de mettre ensemble les moyens existants dans la sous-région afin de renforcer les systèmes de santé et faciliter donc la libre circulation des personnes et des biens en matière de santé. Donc, à cet effet, comme vous savez, le programme de maladies non transmissibles, y compris les questions liées à la santé mentale, constitue une priorité pour l'OAS dans l'actuel plan stratégique qu'elle est en train de mettre en œuvre. Et nous travaillons avec une approche multipartenaire afin de conjuguer les efforts et venir en aide au pays. Nous voyons également que dans la sous-région, il y a certainement beaucoup de progrès dans les pays anglophones et que le focus actuel, c'est de voir aussi comment les pays francophones peuvent
entamer le pas au pays. Et donc, ça nous offre en tout cas la possibilité, avec les différentes expériences, de pouvoir encourager le partage des bonnes pratiques entre les pays, ce qui est une des actions transnationales que l'OAS peut jouer. Donc, dans ce cas spécifique de santé mentale, l'OAS pourrait en tout cas jouer une partition importante dans le développement des stratégies et politiques nationales de santé mentale. Nous savons que quelques pays l'ont déjà. Il s'agit donc de voir les pays qui n'en ont pas, comment ils peuvent réviser ces politiques afin de les aligner sur l'actualité. Et nous avons beaucoup appris de la pandémie de COVID-19 et donc les enseignements tirés de ça devraient permettre en tout cas de réviser les stratégies nationales existantes et de les aligner sur les besoins réels sur le terrain. Nous verrons bien les appuis techniques et financiers qu'il faudra fournir au pays. Il en est de même de notre rôle de faire le plaidoyer politique qu'il faut pour que l'attention soit encore davantage attirée sur la question de santé mentale dans les systèmes de santé. Comme vous savez, nous avons chaque année l'Assemblée des ministres de la Santé. Nous avons la réunion de tous les partenaires et bailleurs de fonds. Donc, nous avons des opportunités à saisir pour aligner non seulement les partenaires sur les stratégies nationales prioritaires et avec le focus sur la santé mentale. Et nous devons également, dans ce plaidoyer, promouvoir les questions de la décentralisation, car nous savons que les collectivités territoriales, au-delà, aux côtés du secteur de la santé, doivent jouer un rôle critique pour ce qui est de l'aspect communautaire de la prise en charge des questions de santé communautaire. Nous avons aussi un acquis qui concerne la délégation des tâches, parce que, comme vous voyez, avec les ressources limitées, ressources humaines limitées, il est important qu'on puisse encourager la délégation des tâches. Donc, le fait d'impliquer d'autres acteurs non sanitaires dans la prise en charge, dans la prévention et dans les interventions psychosociales sur la santé mentale est une priorité. Et donc, nous avons déjà une résolution adoptée par le ministre de la Santé pour ce qui concerne la délégation des tâches. Il s'agit donc de l'appliquer aussi sur la santé, la question de santé mentale. Nous avons aussi plusieurs forats, dont un forum sur le partage des meilleures pratiques. Et comme je l'ai dit tantôt à l'introduction, c'est important de mettre aussi et les pays anglophones et les pays francophones, ainsi que l'isophones aussi, pour partager des expériences. Cela pourrait encore davantage aider aux pays en retard de suivre le pas. Et comme vous savez, à ce niveau-là, c'est important aussi pour toujours mettre l'accent sur la santé mentale, de développer, et ça on va le faire ensemble, de développer un argumentaire pour investir dans la santé mentale. Avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui sur les épidémies, et en particulier la pandémie de COVID-19, nous pouvons définir en tout cas un argumentaire solide à travers les notes politiques et autres pour pouvoir jouer comme instrument de mobilisation et d'alignement des décideurs politiques en faveur de la santé mentale. Alors, l'OAS aussi, dans sa partition qu'elle peut jouer, c'est le renforcement des capacités. Et vous voyez que nous étions déjà en processus pour développer en tout cas des curriculums de formation sur le leadership des acteurs engagés dans la santé mentale. Nous allons le poursuivre, c'est l'opportunité encore de le dire ici. Nous allons poursuivre le développement de ce curriculum et ce qui existe déjà à travers l'expérience au Burkina Faso sur le MHGAP et aussi la formation en ligne sur le soutien psychosocial constitue donc des instruments d'application qui vont être en rapport avec le futur curriculum qu'on va développer pour les pays francophones avec l'implication de l'OMS et nous comptons sur l'OMS de Lille, le CBM et d'autres partenaires qui pourront se joindre à l'OAS dans cet effort. Nous verrons également à ce que les stratégies futures
d'intervention en cas d'épidémie ou en tout cas de catastrophe, la santé mentale puisse être prise en compte dans les stratégies que les pays définiront. Et également, nous allons soutenir les questions de recherche, donc la recherche de l'évidence qui vont donc permettre d'intégrer les questions de santé mentale dans tout ce que nous faisons comme intervention de santé publique. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement. Donc, nous sommes ouverts, bien sûr, aux questions pour pouvoir approfondir toutes ces réflexions. Merci. Merci beaucoup, Namoudou Keïta, pour ces perspectives. Si vous permettez, j'aimerais aussi observer que mon collègue Dr William Bossou, je vois qu'il est connecté. C'est pour dire aussi que je suis chargé de soins de santé primaire et maladies non transmissibles. Maladies non transmissibles qui étaient coordonnées par mon collègue Dr William Bossou jusqu'à très récemment. Donc, il constitue une personne ressource qui pourrait aussi ajouter quelque chose à mes propos. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant éventuellement de repasser la parole côté OAS, merci pour ces perspectives. Nous avions une troisième intervention programmée dans cette table ronde, à nouveau d'Adela Kakouns pour l'Africa CDC. Y a-t-il des éléments que vous souhaitiez rajouter à ce débat? Non, Simon, on attend les questions. Donc vous attendez les questions si j'ai bien compris, j'ai pas très bien entendu. Écoutez, on peut justement passer aux questions. Pour moi, j'ai listé dans les différents échanges qui ont eu lieu sur le chat et dans l'outil pour les questions. Pour ce qui est du partage des PowerPoint, nous avons vos adresses via le lien d'inscription que vous avez suivi. Donc si vous le souhaitez, on va pouvoir envoyer les PowerPoint et puis on essaiera de trouver la meilleure solution pour que tout le monde puisse avoir accès à ces documents, puisque c'est une demande qui a été formulée plusieurs fois, donc ne vous inquiétez pas, ce sera accessible. Il y avait également une demande sur le lien de la formation en ligne pour les premiers secours psychologiques qui a été rajouté sur le chat, qu'on pourra aussi mettre en ressources et auquel vous pourrez accéder. On va mettre en ligne aussi la vidéo et l'enregistrement de ce webinaire, donc on pourra mettre les liens justement pour accompagner et orienter les demandes sur les ressources qui ont été présentées cet après-midi. Il y a deux questions qui nous sont parvenues que je vais reprendre devant moi. La première était: est-ce que l'application MHGAP est différente d'une version numérique du MHGAP que je peux posséder dans mon téléphone? Qui peut répondre à cette question? Oumar Sangaré, peut-être, dans la présentation de l'outil MHGAP. Oui, allô? Oui. Voilà, je pense que globalement, c'est les mêmes fonctionnalités. Et c'est pourquoi, bon, bien avant l'application, enfin, la diffusion de la plateforme en français, nous, on avait commencé déjà à partager la version numérique sur des clés que les gens enregistraient directement sur leur téléphone. Maintenant, bon, il y en a qui partaient aussi sur les sites déjà, sur Google déjà. Et avec ça, ils téléchargeaient déjà la version numérique. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Je vois que certains des panélistes ont allumé leur caméra. Est-ce qu'il y a une volonté de contribution également? Denis Soffer, peut-être? Non, c'est juste pour confirmer. Et vu que Julien était obligé de joindre une autre réunion, oui, c'est juste pour confirmer que le contenu sera, c'est le même contenu dans l'application que dans la version numérique, sauf que la navigation est un peu différente à cause, ouais, c'est une application, ce n'est pas le même format, mais le contenu, c'est le même.
Merci beaucoup. Et je pense que du coup, ça revient à une troisième question qui était de revenir sur l'objectif principal de l'application. Une autre question qui a été formulée, je vous la lis en l'état. Y a-t-il des perspectives en matière d'appui à la formation universitaire pour les psychiatres, psychologues, infirmiers spécialisés, des subventions, des stages, des voyages d'études, des bourses d'études, un appui matériel pour les laboratoires, etc. Donc, je répète le début de l'intitulé de la question. Y a-t-il des perspectives en matière d'appui à la formation universitaire pour les psychiatres, psychologues et infirmiers spécialisés? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en mesure de répondre, mais en tout cas, j'imagine que la formulation de cette question est sous-tendue par des besoins tout au moins. Peut-être que je peux dire un mot, en tout cas, si vous permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Pour ce qui concerne la perspective régionale, je l'ai dit tantôt, l'OAS est ouverte aussi, en tout cas en appui à la manifestation de besoins spécifiques des pays, selon bien sûr les moyens existants. Ceci dit, nous sommes assez intéressés déjà avec la formation des cadres concernés par la santé mentale dans les différents pays, surtout les pays francophones. Et bien évidemment, cette formation devrait aussi encourager la formation des spécialistes, qu'il s'agisse des médecins ou des infirmiers. Donc, la porte reste ouverte. L'OAS n'est pas un bailleur de fonds, mais nous pouvons, selon les moyens disponibles, donner de l'appui financier au pays et aussi mobiliser des partenaires qui nous accompagnent pour aller dans ce sens-là. C'est ce que je peux dire en perspective. Merci. Merci beaucoup. Je regarde l'heure, donc je pense qu'on approche de la fin de ce webinaire. J'en profite pour remercier à nouveau l'ensemble des intervenants et des spectateurs. À nouveau, toutes les ressources seront mises en ligne. Je pense aussi que ce webinaire amènera probablement un certain nombre de réflexions, de questions, et qu'on essaiera, avec l'aide de CBM et de l'OMS, de maintenir cette dynamique sous une forme ou sous une autre, peut-être avec d'autres webinaires à venir. Et en attendant les actions qui pourront se mettre en place, nous restons disponibles pour répondre à vos questions après ce webinaire. Et je passe la parole pour la conclusion à Déborah Seban, qui est la directrice du CCOMS. Merci beaucoup, Simon. Je remercie à mon tour l'ensemble des intervenants et des partenaires qui ont permis la réalisation de ce webinaire, y compris pour la qualité de vos interventions. Vous êtes complètement à l'heure, donc je vais essayer de correctement tenir les délais. Je voulais simplement prendre 1 ou 2 minutes pour pointer quelques points que j'ai trouvé particulièrement saillants dans l'ensemble des interventions durant cette heure et demie. Il y a quelque chose quand même qui ressort comme un enjeu majeur qui concerne, je crois, la population mondiale et l'ensemble des continents. Vous avez très bien décrit cette croisée des enjeux qui, à mon sens, sont des enjeux d'avenir entre le numérique d'un côté, la santé mentale de l'autre, dans un contexte également très bien décrit, un contexte environnemental, préalablement connu avant la crise sanitaire et la pandémie Covid-19, et également renforcé par ce contexte qui est à la fois, bien évidemment, pour toutes les raisons que l'on connaît, malheureux et compliqué, complexe, mais qui parallèlement sert de catalyseur pour ces deux enjeux-là. Et je trouve qu'à travers ces deux initiatives, que ce soit la formation en ligne ou l'application mobile du MHGAP, eh bien, vous avez décrit des processus d'implémentation qui sont extrêmement exigeants, que l'on connaît aussi au quotidien sur certaines actions du centre quand on parle de santé mentale et de numérique, et qui passent par des phases de sensibilisation des acteurs, de vérification des équipements et également du niveau de formation des acteurs de l'ensemble des acteurs concernés par le déploiement et le portage de ces dispositifs-là. Et au final, ce sont
des enjeux qui continuent de nous faire comme l'a également évoqué Déborah Castel en introduction, qui continuent de pousser les sujets qui sont les nôtres au quotidien, à savoir faire de la santé mentale un enjeu de santé publique. Vous l'avez resitué, de continuer d'opérationnaliser les transferts de compétences qui sont essentiels, et c'est également les objectifs premiers qui sont visés par ces deux outils et l'utilisation du numérique. Et bien sûr, ne jamais perdre de vue l'objectif commun qui est le nôtre et qui doit continuer de soutenir, quel que soit le niveau d'innovation technologique, l'inclusion des personnes envers qui on dirige l'ensemble de ces dispositifs. Donc, l'application mobile, le guide de premier secours psychologique pour l'Afrique sont, à mon sens, des outils qui répondent complètement à ces défis-là et que j'identifie assez directement comme des leviers d'action, d'accompagnement, du renforcement des systèmes de soins de santé mentale que vous avez cités comme prioritaires dans la diffusion et le déploiement de ces actions. Donc, ce sont des sujets qui sont bien évidemment sur lesquels je trouve qu'il y a un effet loupe avec ce contexte pandémique et qui, à mon avis, sont des enjeux de maintenant, mais qui vont continuer de préoccuper l'ensemble et occuper l'ensemble de nos champs d'action, de notre champ d'action à venir. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Je remercie vraiment très sincèrement l'ensemble des partenaires et la mise en commun qui ressort très bien à la suite de l'ensemble des interventions. La mise en commun de ces expertises que je trouve très multiniveau au final, à la fois des expertises de terrain, organisationnelles et institutionnelles. Donc vraiment un grand merci à vous toutes et tous pour la grande qualité de vos interventions et cette implémentation, cette mise en application pratique assez directe liée au déploiement de ces outils. Voilà ce que je souhaitais dire. Simon, je te repasse la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Déborah. Au plaisir de pouvoir discuter avec les personnes que nous connaissons déjà, puis les personnes qui se sont connectées, qu'on sera enchanté de rencontrer sur ces questions, de manière virtuelle comme aujourd'hui, ou sur le terrain, pourquoi pas, dans les mois et les années à venir. Bon après-midi à toutes et tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.